Bonsoir les gens. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Spitfire. Alors je le nomme comme ça parce que moi, c'est comme ça que je me le suis, disons, remarqué, que je l'ai noté. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Spitfire? Eh bien, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la bataille d'Angleterre, dans un premier temps, les forces de l'Axe, donc l'Allemagne nazie, avaient la suprématie sur l'aérien, notamment grâce aux Stuka, les fameux avions Stuka, qui piquaient en pointe et qui faisaient un raffut pas possible. Et les ingénieurs anglais se sont posé la question de savoir alors comment construire un avion qui puisse résister aux assauts des Stuka. Et ils ont en fait fait une enquête, ils ont mené une enquête pour voir quelle était la partie de la carlingue de l'avion qui était la plus touchée par les Stuka en question, justement. Et en fait, ils ont fait d'abord, d'après tout, donc les avions qu'ils avaient pu tester, qui avaient essuyé les tirs de Stuka, ils ont estimé, enfin, une espèce de probabilité, telle partie du nez de l'avion, telle partie de, je sais pas moi, des ailes, de la queue, etc., sont touchés, et en particulier la probabilité est de temps et de temps. Donc, ensuite, ils ont décidé de renforcer les avions là par rapport aux endroits qui avaient été statistiquement les plus touchés. Et ils ont sorti un avion, et puis qui est parti au combat. Et finalement, au bout de 2 ou 3 missions de vol, ils se sont rendus compte que c'était une véritable catastrophe. Alors, ils ont essayé de réaliser pourquoi finalement. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'ils n'avaient pas pris en compte les avions qui avaient été descendus par les Stuka et donc qui s'étaient crashés au sol, dont on ne pouvait pas naturellement retracer justement les, les, les endroits justement touchés mortellement, pour ainsi dire, par les tirs adverses. Si bien qu'en fait, ils n'avaient pas renforcé aux bons endroits. Et donc l'effet Spitfire, je le note comme ça, c'est tout simplement de dire que justement, après cela, ils ont sorti un avion qui s'appelait le Spitfire, qui a pris en compte effectivement les données en prenant en compte justement que les avions les plus touchés, c'était ceux qui n'étaient justement plus revenus, pour faire un avion, cette fois-ci, beaucoup plus à même de lutter contre justement euh, les, euh, les forces ennemies. Alors pourquoi je vous raconte cette petite histoire? Eh bien parce que bien souvent, bien souvent, on pense chercher une chose et en fait, on trouve autre chose. On pense chercher, par exemple, dans une étude statistique, on cherche à prouver un phénomène et par ce genre de biais, donc justement, on, comment dire, il y a une partie des données, tout un pan des données qui nous échappe par exemple. Donc ça fait réfléchir. Si on vous dit par exemple que, je ne sais pas moi, tel médicament est dangereux pour la santé, bon,
et que, par exemple, il provoque des problèmes au cœur, comme effet indésirable, bon, eh bien, le fait de simplement, comment dire, faire des grosses études pour prouver que ce médicament peut avoir des problèmes particuliers cardiaques, peut déclencher des problèmes cardiaques, ça ne prouve rien en soi. Il faut non seulement mettre en corrélation cette étude-là, en particulier, avec d'autres études. Et par exemple, d'abord, premièrement, par rapport à ce médicament, bien, quelle est l'efficacité de ce médicament? C'est-à-dire que dans une décision médicale, on va toujours sous-peser le rapport bénéfice-risque. Quand on passe un vaccin, par exemple, un vaccin, ce n'est pas sans répercussion pour la santé, puisqu'on inocule un virus ou une bactérie inactivée ou atténuée. L'objectif, c'est de déclencher une réaction immunitaire. Donc, s'il n'y a pas du tout d'agression sur le corps, il n'y aura pas de réponse immunitaire. Donc, le truc, ça va être de trouver la balance entre le risque qu'on prend à inoculer à quelqu'un une maladie qui va se déclencher, en espérant que justement cette maladie ne sera pas trop grave dans ses conséquences pour que la personne ait les moyens, déclenche les moyens possibles pour réagir à cela. En ce sens-là, le principe du vaccin est génial en soi. Mais il peut avoir des effets indésirables aussi. Parce que dans certains cas, il y a des patients, des gens à qui on inocule un vaccin, et comme nous sommes tous différents, des personnes réagissent, par exemple, trop fortement par rapport à ce vaccin, et vont déclencher des réponses dites auto-immunes, c'est-à-dire ils vont généraliser par rapport à un antigène qu'ils ont identifié, ils vont même identifier des cellules de leur propre organisme comme des cellules ennemies, et donc c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Par exemple, c'est une des possibilités de complications suite à un vaccin. Il y en a d'autres. Et on peut très bien aussi, au lieu d'avoir affaire à un virus atténué, qui est normalement atténué, eh bien avoir un virus qui a une clé particulière, comme nous sommes tous différents encore une fois, par rapport à un organisme particulier, qui est particulièrement sensible et qui ne déclenche pas de réaction immunitaire, contrairement à ce qu'on s'attend, ou alors qu'il en déclenche trop tard. Et on a aussi des fois des vaccins qui déclenchent des surréactions, ou des réactions, ou des maladies qui sont aggravées. Donc, la question de la vaccination, c'est une question de rapport risque-bénéfice, comme tous les traitements en termes de médecine. On évalue les risques, on évalue les bénéfices, et selon le principe médical, je dirais hippocratique, prima non nocere, en premier lieu, ne pas nuire. Hein. Mais sachant qu'on prend toujours des risques. On prend toujours des risques. Eh bien, d'abord, voilà, est-ce que le médicament en question qui présente des risques, quels sont les bénéfices qu'il présente par rapport aux risques encourus? Et ça, non seulement c'est une question, mais ça ne suffit pas. La partie aveugle de l'avion, celle qu'on n'a pas pu évaluer, c'est est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui sont peut-être aussi efficaces pour la même maladie, mais est-ce que ces médicaments, eux aussi, ont-ils des risques? Et il convient de faire la balance risque-bénéfice eu égard à tous les traitements possibles, pas seulement un seul traitement. Et quand on prend en considération chacune des thérapeutiques proposées, là on peut se faire
vraiment une idée de quel traitement va être le plus favorable. Et euh, on a beaucoup parlé, puisqu'on a beaucoup renvoyé, par exemple en France, les patients chez eux avec du paracétamol. Il faut savoir que le paracétamol est un médicament qui n'est pas sans effets indésirables. Et notamment, entre autres, il y a une toxicité sur le foie. Et en gros, si vous voulez, si vous prenez plus de 6 grammes en même temps sur une journée pour un adulte, vous pouvez être sûr que cette personne-là ne va pas survivre 3 jours. Parce que ça détruit son foie. Le foie se reconstitue, mais à la vitesse et à la dose que vous prenez, vous êtes sûr que là, vous n'aurez pas le temps Alors, à moins de faire une greffe du foie en 3 jours. Bonne chance, parce qu'il va falloir trouver un donneur compatible. Donc, vous voyez, c'est pas joué. Le paracétamol fait partie des médicaments qui ont le plus d'accidents de prise de ce médicament. Bien entendu, c'est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se soignent avec du paracétamol. Donc forcément, ça augmente les possibilités d'avoir des accidents médicamenteux. Mais vous voyez, le paracétamol, c'est absolument pas un médicament sans conséquences. Au contraire, hein, c'est pas à prendre à la légère. Donc, qu'on vienne nous dire qu'un médicament est susceptible de déclencher des effets indésirables, notamment par exemple sur le cœur, etc. Oui, mais par exemple, si vous comparez avec le paracétamol, et en gros, si vous dites à vos patients en tant que médecin, vaut mieux prendre du paracétamol plutôt que justement par exemple de l'hydroxychloroquine, parce que ça a moins d'effets indésirables, et bien là, de façon scientifiquement établie, ce médecin-là qui est en train de vous conseiller là, ça, moi, je vous déconseillerais d'aller le voir. Parce qu'il est en train de vous préconiser un médicament qui a plus d'effets indésirables, donc le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur du paracétamol, par exemple. Si le paracétamol, bien entendu, est un apyrétique et un antalgique, donc il va faire baisser la fièvre et il va vous apaiser vos douleurs. Là-dessus, il n'y a pas de... Voilà, le bénéfice du médicament. Par contre, dans le cas d'une maladie virale style grippal, syndrome grippal, bon, bien sûr, il va faire baisser la température, bien sûr, il va améliorer votre état de santé général, mais il n'a pas d'effet antiviral direct. Voilà. Et il a des effets indésirables. Donc, comparaison n'est pas raison, mais vous voyez, justement, un choix thérapeutique, c'est en fonction de toutes les données. De données et de cette balance euh, risque-bénéfice qui est évaluée pour tous les thérapeutiques proposées. Voilà, donc pensez au Spitfire, pensez au trou dans la carlingue, ceux que vous voyez quand l'avion atterrit parce qu'il est rentré de ses missions et que malgré les trous, il a continué à voler, et ceux que vous ne voyez pas parce que l'avion s'est écroulé. À la revoyure. See you.